Nous terminons la matinée, oui, avec donc la communication de Dominique Tassot. Existe-t-il une alternative au bolchevisme? Vous voyez que nous aurons quand même parcouru des secteurs assez divers, assez différents. Et voici maintenant donc une alternative, existe-t-elle au bolchevisme? Bon, ce titre peut paraître un peu énigmatique. Mais vous verrez qu'il a un sens. Et j'appelle ici le bolchevique, en fait, ceux qui ont gagné la révolution de 1917. Donc, c'est historique, c'est un point, c'est un fait connu. Vous savez, il y avait dans les socialistes russes un parti menchevique et un parti bolchevique. Les bolcheviques, c'est pas ceux qui avaient ou qui prétendaient avoir eu la majorité à certains congrès. Donc le nom leur est resté. Et l'intérêt du mot bolchevisme, si on veut l'opposer au mot communisme, parce qu'en fait, ce sont deux mots qui sont presque synonymes, mais il y a quand même une nuance, c'est que le bolchevisme est une réalité historique, alors que le communisme est plutôt une idéologie ou une idée, comme on dit, le socialisme. Vous avez le socialisme à visage humain, vous avez les trans qui sortent d'une certaine façon. Le communisme est un socialisme, c'est ce que disait Marx, qu'il appelait le socialisme scientifique. Alors c'est intéressant parce que pourquoi est-ce que Marx considérait que le communisme était plus scientifique que le socialisme de Lassalle, enfin, des socialistes allemands de l'époque? C'est parce qu'il était fondé sur la science. Et quelle science? La science de Darwin, c'est-à-dire l'élimination des moins aptes, la survie du plus apte. Et donc là, il y a évidemment une idéologie darwinienne derrière le bolchevisme, donc en tant que socialisme marxiste. Donc le bolchevisme, c'est la réalisation historique de l'idée communiste. Mais cette idée, aujourd'hui, est considérée comme dépassée, disparue. Bon, les partis communistes sont marginaux dans la plupart des pays. Et on peut considérer qu'il y a dans les universités très peu d'enseignants qui se proclament ouvertement marxistes, alors qu'il fut un temps où c'était presque l'état normal pour beaucoup d'intellectuels. Donc on a, depuis 1989, avec l'effondrement du mur de Berlin, etc., on a le sentiment que tout ça a changé, que non, la page est tournée, et d'autant plus tournée que donc, la Russie n'est plus aux mains des bolcheviks ni de leurs héritiers. Seulement, le bolchevisme n'est pas un phénomène russe et n'a pas commencé en 1917. Si on regarde les choses, donc il faut reprendre la question dans le cadre de l'histoire longue et sans réduire notre champ de vision au territoire russe. Et donc, je vous propose de jeter un regard sur ce qui s'est passé sur les 70 années de bolchevisme. Alors, il y aura 4 parties. Premièrement, nous verrons qu'il s'agissait d'une révolution mondiale et pas d'une révolution russe. Puis nous constaterons que cette révolution a bel et bien échoué en Russie. Et nous verrons dans une troisième partie que cet échec politique visible, il faut le lire à la lumière, si l'on peut dire, d'une révolte plus profonde. La révolution, c'est une révolte contre la société établie. L'esprit de révolte nous amène à une révolte plus profonde qui est, bien sûr, la révolte de Lucifer, à la fois contre Dieu et contre l'image de Dieu que nous sommes. Et donc, dans une dernière partie, nous verrons ce qu'il en est de ce bolchevisme élargi. Alors, tout d'abord, le fait que le bolchevisme n'est pas un phénomène russe. Bon, alors ça, c'est un petit peu comme la Révolution française n'est pas un phénomène français. Ça s'est déroulé en France,
avec beaucoup d'acteurs français, et ça n'est pas pour ça que c'est une révolution française. Alors, d'abord, le communisme, c'est-à-dire l'idée qui a porté le bolchevisme, est bien plus ancienne, puisque le manifeste du Parti communiste est de 1848, et d'une certaine façon, vous avez avec Gracchus Babeuf, pendant la Révolution française, déjà l'amorce du communisme. Et ce communisme était porté par ce qu'on appelait une internationale. Oui, la première internationale, la deuxième internationale, mais on voit donc que dès l'origine, l'objectif ne concernait pas du tout la Russie. Et vous savez que pendant très longtemps, les marxistes ne voyaient pas la Russie comme un lieu où la révolution pouvait triompher, puisque d'une certaine façon, il n'y avait pas de prolétariat. La théorie marxiste veut que la classe devant renverser la bourgeoisie et le prolétariat, et la Russie est un pays très largement rural, qui s'industrialisait à grande vitesse, donc qui risquait de devenir en quelques années un concurrent important pour les États-Unis, mais malgré tout, sociologiquement, le prolétariat représentait peu de choses. Donc il y avait une certaine illogique à imaginer que la Russie serait le lieu où la révolution communiste prendrait forme en premier. Alors un autre indice de ce côté international, c'est le fait que les deux grands chefs de la révolution bolchevique vivaient en dehors de la Russie. Les deux grands chefs, c'est Lénine, qui dirigeait le Parti communiste, et Trotsky, qui était le chef de l'armée rouge. Donc un poste très important, puisque ce qui a décidé du sort du bolchevisme en Russie, ce sont les armes. C'est la guerre civile qui a été finalement victorieuse pour l'armée rouge. Alors vous savez que Lénine vivait à Zurich, et Trotsky vivait aux États-Unis, où il avait épousé la fille d'un banquier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où la révolution communiste a commencé en Russie, et Lénine et Trotsky étaient ailleurs. Ce qui prouve bien que cette révolution a très peu à voir avec ceux qui en sont les chefs, du moins dans les manuels. Lénine a appris la révolution russe en lisant le journal, et Trotsky, sans doute en lisant le journal, mais le problème majeur qui se posait alors, c'était de faire en sorte que les chefs de la révolution puissent rejoindre le terrain où ils devaient opérer. Alors, vous savez que pour Lénine, il y a un épisode tout à fait étrange et intéressant sur lequel les manuels scolaires font une allusion, c'est le wagon plombé. Alors, autrement dit, Lénine et 40 compagnons sont montés dans un wagon en Suisse, et ce wagon a atterri à Helsinki. Alors, nous sommes en 1917, en pleine guerre de 14, et vous avez un wagon plombé qui traverse deux fronts. Enfin, quand on sait par ailleurs ce qu'est la guerre de 14, la guerre des tranchées, la difficulté de voyager, il est évident que le transfert du fameux wagon plombé, alors pourquoi plombé? C'était pour que les douaniers ne puissent pas savoir ce qu'il y avait dedans. Et cette histoire de wagon plombé prouve bien qu'il y a un non-dit considérable. Il est évident que le haut état-major de la Wehrmacht était finalement un élément majeur dans la possibilité pour ce wagon de traverser les fronts. Et l'intérêt de la Wehrmacht est évident, puisqu'ils avaient dans le communisme, dans le Parti communiste, un parti qui était officiellement pacifiste, et il s'agissait évidemment de saper le moral de l'adversaire russe. Alors, dans le cas de Trotsky, c'est moins connu, mais c'est aussi très intéressant. Donc Trotsky était à New York, et il arrive en Russie, et évidemment, là il fallait prendre le bateau, il n'y a pas de train pour aller de New York à Moscou, et malheureusement pour lui, le bateau de l'époque a fait escale en Nouvelle-Écosse, au Canada. Or, le Canada, vous savez,
un dominion britannique. Et Trotsky était recherché, l'Angleterre était en guerre avec l'Allemagne, et l'Angleterre était alliée de la Russie, et Trotsky était sur les listes noires de la police britannique comme agitateur pacifiste, ce qu'il était effectivement dans la communauté russe américaine. Donc la police canadienne a arrêté Trotsky. Mais Trotsky a pu continuer son voyage sur une intervention personnelle du président Wilson, une intervention qui lui avait été demandée par celui qu'on appelle le colonel House, qui n'était pas plus colonel que moi. Mais ceci, c'est pour montrer que le bolchevisme, ou la victoire du bolchevisme en Russie, n'a jamais été un phénomène russe, a toujours été une réalité gérée de manière internationale, en vue d'une révolution internationale, comme l'indiquait le titre de l'internationale. Et vous avez le leitmotiv bien connu, travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Donc, faire de la révolution de 1917 une révolution russe, c'est presque plus abusif que de faire de la révolution française une révolution française. Alors, ce côté mondial, il est bien connu pour le KGB. KGB qui était un organe important pour le pouvoir soviétique. Et une chose que dit Golitsyn, qui est intéressante, Golitsyn c'est un transfuge qui travaillait au KGB, et il fait la remarque que beaucoup de gens s'imaginent le KGB comme un service d'espionnage et de contre-espionnage. Et il dit que le budget du KGB, la partie affectée à l'espionnage et au contre-espionnage dans le budget du KGB est une partie minoritaire, et que la majorité du budget était affectée à l'influence dans les différents pays, c'est-à-dire à rémunérer des agents d'influence, à faire des campagnes de propagande. Autrement dit, les visions, je dirais, impérialistes du KGB était un objectif majeur pour cet organisme, et donc la dimension internationale est frappante dans ce cas. D'ailleurs, vous savez très bien que pendant la Révolution espagnole, il y avait évidemment une présence très très importante des soviétiques et de leurs alliés du côté de ceux qu'on appelait les républicains. Alors, autre aspect dans cette révolution, qui s'est réalisée en Russie, mais qui était une révolution mondiale, c'est l'aspect, je dirais, sociétal. C'est-à-dire qu'il fallait changer la société. Donc il fallait une société sans classe, inverser la hiérarchie, c'est-à-dire les prolétaires devenant les nouvelles élites. Alors c'est très amusant, parce que quand on regarde la biographie des grands chefs du communisme, on voit qu'ils s'inventent une sorte d'hérédité prolétarienne qui n'était pas du tout réelle. Donc ça c'est le changement de la société. Il fallait changer la famille. Donc les lois sociétales dont on parle beaucoup aujourd'hui, en réalité, ont été lancées presque dès 1917. Par exemple, la suppression au début, on a voulu supprimer le mariage. Pas le mariage pour tous, mais le mariage pour personne. Donc l'amour libre devenait la norme juridique. Et puis, alors, finalement, c'est mal passé, donc finalement, ils ont fait machine arrière. Mais c'est intéressant de noter qu'il y avait donc cette volonté de supprimer la famille. Alors, cette volonté de supprimer la famille, aujourd'hui, elle est manifeste. Hein, si vous voulez, tout ce qui est familial a un handicap social par rapport à tout ce qui est antifamilial. Hein, c'est en particulier sur le plan financier. Mais c'est intéressant de savoir que ce même objectif était déjà présent en 1917 en Russie. Alors le divorce, bien sûr, a été introduit. Vous savez que l'avortement a été libéralisé en Russie bien avant beaucoup d'autres pays, et dans les années, dans l'après-guerre,
Et d'ailleurs, je veux dire, même encore aujourd'hui en Russie, hein, vous avez une proportion d'avortements qui est très importante. Alors, vous allez dire, oui, mais le gouvernement russe, enfin, Poutine, prend des mesures pour la famille, etc. Ceci est vrai, hein, mais on vient de très loin. Alors, donc il fallait changer la société, changer la famille, changer l'homme. Alors vous avez cette prétention d'un homme nouveau. Hein, alors il y a l'homo soviéticus, ce qu'on a appelé l'affaire Lysenko est significative à ce point-là. Alors vous savez, Lysenko c'était un agronome qui avait étudié la vernalisation des blés, enfin, qui avait la prétention d'augmenter la production de blé en Russie, etc. Donc il a eu une promotion fulgurante sous Staline, et Lysenko était complètement évolutionniste, à ce point que, évidemment, toutes les connaissances de la génétique qui vont contre la théorie évolutionniste ont été combattues par lui, mais c'est combattu de façon stratégique, puisque un de ses opposants, dont le nom ne revient plus, a été déporté au Goulag. Parce que justement, lui défendait la génétique mendélienne. On dit génétique mendélienne, mais c'est la génétique, c'est-à-dire c'est le fait que des caractères inexistants à la génération N se retrouvent à la génération N plus 1 parce qu'ils étaient à la génération N-1. Autrement dit, ce qui est anti-darwinien dans la théorie mendélienne, c'est le fait que le caractère nouveau, en réalité, il est nouveau par rapport aux antécédents immédiats, mais il n'est pas nouveau dans la lignée. Autrement dit, il était déjà présent dans le génome. Alors ça, aujourd'hui, bon, c'est une évidence quand on sait ce que c'est que le génome. Hein. Mais bon, à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui pour analyser l'hérédité. On pouvait en débattre, et l'idéologie politique a eu donc une influence considérable sur la génétique, c'est-à-dire la génétique russe a perdu 20 ans, parce que l'objectif c'était de changer l'homme. Il fallait que l'homme issu de la société révolutionnaire soit sous tous aspects supérieur à l'homme de la société bourgeoise. Enfin, exactement ce que a prétendu faire ou a voulu faire Hitler un peu plus tard, si vous voulez. Il ne faut jamais oublier que le national-socialisme est un national-socialisme. Hein. On met souvent l'accent sur le mot... Enfin, de toute façon, les gens disent nazi, ils ne savent même plus souvent ce que ça veut dire, mais c'est très intéressant de remonter à l'étymologie de mots comme ça. Donc il fallait changer la société, la famille, l'homme, il fallait changer Dieu. Hein. La dimension religieuse du communisme, elle est très forte dès le début, à ce point que dans beaucoup de publications de l'époque, on appelait les communistes les sans-dieux, bezbojniki, hein, parce que c'était ça qui les caractérisait, qui les opposait à la société traditionnelle russe. Donc il y a et on rejoint d'ailleurs ce qu'a dit Duverger hier, hein, donc l'État devient tel un Moloch, disons d'une telle importance qu'il remplace Dieu. Hein, donc on n'a plus besoin de Dieu parce que l'État est là. Donc il y a une dimension religieuse dans le socialisme. Et puis, il fallait changer la pensée. Bien sûr, vous avez la science prolétarienne contre la science bourgeoise. Enfin bon, mais là, je ne vais pas m'étendre sur la question des dissidents en Union soviétique, c'est bien connu. Et c'est là où on comprend pourquoi il était nécessaire de persécuter l'Église russe. Hein, et pourquoi il était nécessaire de liquider la famille du tsar. Hein, c'est parce qu'évidemment, du passé faisant table rase, et la table rase comportait évidemment de raser l'Église. Donc on voit sur cette rapide description, si vous voulez, qu'il ne s'agissait pas simplement de renverser un gouvernement belliqueux qui, faisant la guerre contre l'Allemagne, entraînait le malheur du peuple russe. Et donc le but de la révolution était de pouvoir faire une paix séparée avec l'Allemagne, ce qui effectivement s'est produit.
mais que le but c'était de fonder un État socialiste pour exporter la révolution mondiale. Alors, à première vue, ou vue de loin, cette révolution bolchevique a échoué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti bolchevique n'est plus aux commandes en Russie. Le mur de Berlin s'est effondré. Donc, il y a échec. Maintenant, cet échec donc, s'est produit il y a 30 ans. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, il y a un échec intellectuel. On parlait qu'il fallait changer la pensée. Il est certain que les dissidents ont gagné. Alors ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable et d'intéressant pour nous. C'est qu'en 70 ans de propagande, et d'une propagande soutenue par tous les moyens, y compris les plus violents, il a subsisté en Russie une minorité d'intellectuels qui ont gardé les boussoles intellectuelles, hein, ceux qu'on appelait les dissidents, donc qui échappaient à la pensée unique, et qui en même temps, d'une certaine façon, arrivaient à se connaître un peu entre eux, hein, donc avec des documents qui circulaient, ce qu'on appelait le samizdat. Alors, si vous voulez, ça n'a plus rien à voir avec Internet. Aujourd'hui, on peut dire les dissidents échangent par Internet. Mais à l'époque, c'était très compliqué. On faisait circuler des documents tapés à la machine, mais les machines étaient toutes individualisées pour que la police puisse déterminer quelle était la machine qui avait imprimé, tapé le document qui circulait sous forme de copie avec des carbones. Évidemment, si on compare les dissidents russes avec ce qu'on pourrait appeler les dissidents modernes, il y a évidemment une très grande différence à beaucoup de points de vue. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré la pauvreté de leurs moyens, peut-être grâce aussi à la pauvreté de leur budget, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en Russie, seuls les dirigeants avaient accès au confort, à la voiture personnelle, on a parlé ce matin, etc. Donc les dissidents étaient des salariés ayant tout au plus de quoi avoir une datcha en banlieue de Moscou, si on veut, et donc avaient du temps pour lire, du temps pour écrire, du temps pour réfléchir, hein, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, leur temps est pris par les activités, les engagements divers qu'ils ont, le temps qu'il faut passer sur Internet, etc. Hein, donc il y a de grandes différences. Mais ce qui est sûr, c'est que les dissidents en Russie ont gagné, et vous avez aujourd'hui, en particulier sur le plan scientifique, une liberté de ton et de recherche en Russie qui n'existe pas en Occident. Et Liberto pourrait en parler longuement. Alors, bon, je ne voudrais pas parler de l'économie, mais c'est sûr qu'il y a eu un échec économique hein, en Russie. Il y a eu un échec religieux. Hein, donc, il y avait la guerre contre Dieu. Et puis finalement, aujourd'hui, l'Église russe sort des décombres. Et vous avez, alors ça c'est le plus caractéristique, vous avez à Moscou une église qui est la cathédrale du Christ Sauveur, qui avait été créée avant la Révolution, avec des dons populaires d'ailleurs suite à la victoire sur la France. Cette église donc a été détruite par le Parti communiste dans le but d'instaurer sur ces décombres le siège du Parti communiste. Et ce siège devait avoir une forme imitant un petit peu le buste de Lénine, la tête étant la pièce dans laquelle le comité central se réunissait. C'était ça le projet de l'architecte qui avait conçu ce projet. Et alors il s'est passé une chose tout à fait intéressante, c'est que vous savez que pour construire un immeuble, il faut d'abord commencer par les fondations. Et à cet endroit où il y avait avant une cathédrale de pierre,
les bâtisseurs communistes n'ont jamais réussi à implanter les fondations. Ça descendait dans le sol, enfin, donc ils ont dû renoncer au projet, et on en a fait la piscine de Moscou. Donc un bassin ouvert de très grande dimension, et ça a fait jaser évidemment dans les chaumières russes, parce que c'était quand même un signe important, et que le terrain sur lequel avant on avait construit une église ne soit plus capable de supporter le siège du Parti communiste. Mais entre-temps, évidemment, le Christ Sauveur a été reconstruit sur budget voté par la Douma. Donc ça, c'est un indice d'échec pour la lutte anti-religieuse du bolchevisme. Bon, il y a eu bien sûr un échec politique, dans la mesure où aujourd'hui vous avez de nouveau un nationalisme russe. Et ce qui est frappant, c'est que la presse quotidienne russe, y compris celle qu'on peut acheter dans les kiosques en France, elle est très patriotique. Hein, quand on parle de l'armée russe dans ses opérations extérieures, dans cette presse, c'est toujours, évidemment, les gens sont derrière leur armée. C'est pas du tout ce qu'on nous a montré hier à propos d'Algérie, par exemple. Et d'autre part, la diplomatie russe a renoué avec les fondements géopolitiques qui avaient toujours été les fondements de la diplomatie, donc en particulier l'importance attribuée au Proche-Orient et dans toutes les perspectives d'influence internationale. Alors, ce qu'on peut dire sur l'échec économique, c'est que alors ça, je pense que c'est quelque chose d'assez étonnant. Si vous voulez, en 1917, tout au long du XIXe siècle, il y avait l'idée que dans l'entreprise, celui qui commande, c'est le propriétaire. Et c'est pour ça que pour mettre de côté les anciens propriétaires, il y avait l'idée qu'il fallait que ce soit l'État qui devienne propriétaire. Donc vous avez le capitalisme d'État, vous avez la suppression de l'entreprise privée, y compris de l'entreprise artisanale. C'était ce socialisme économique a été un élément majeur de la révolution bolchevique. Et l'échec est patent, parce que la productivité, évidemment, de ce fonctionnement de la société est sans comparaison avec la productivité de notre société. Alors ça, c'était déjà, si vous voulez, Aristote l'avait déjà dit, hein, on s'occupe mieux de ce qui est à soi que de ce qui est à plusieurs. Et c'est aussi quelque chose qui se trouve dans les Confessions de Rakowski, pour ceux qui auront la curiosité d'aller les lire dans de vieux numéros du CEP. Donc, l'idée des révolutionnaires, donc, c'était de s'assurer la propriété de façon à avoir le pouvoir. Or, depuis 1917, je pense qu'il y a une grande différence. Je pense que c'est les mêmes personnes se sont rendues compte qu'au fond, ce qui comptait, ce n'était pas la propriété, c'était le contrôle. Et aujourd'hui, alors vous avez en Chine, qui est un cas intéressant, puisque c'est là où le bolchevisme n'a pas échoué. Et donc il faut regarder de façon très très fine ce qui se passe en Chine, parce que c'est le prototype de la révolution mondiale qui poursuit son cours. Eh bien, vous avez la préservation d'une certaine forme d'entreprise privée, avec des petits patrons, des artisans, etc., qui bossent beaucoup plus dur que les salariés, et donc la société marche très bien. Par contre, le contrôle, lui, reste au Parti communiste, et puis les grands groupes industriels ont toujours une forme, un pourcentage important pour l'État. Donc je pense que la pensée économique bolchevique a fait un très gros progrès depuis 1917. Et c'est par la découverte que ce qui était important, ce n'était pas la propriété, mais le contrôle. Alors, l'échec, il y a eu un échec vis-à-vis de la famille, puisque vous avez
La famille existe toujours, de toute façon elle a survécu en Union soviétique et elle survit dans la Russie moderne. L'inégalité dans la société, les inégalités étaient très marquées sous le bolchevisme, hein, puisque entre la nomenclature et le peuple, il y avait une très très grande différence de niveau de vie. Et par contre, à l'intérieur du peuple, il y avait assez peu de différence, si vous voulez. Les écarts de salaire allaient de 1 à 10, peut-être 1 à 20 maximum, mais très grand maximum. Alors que, aujourd'hui, la société russe a des écarts de revenus beaucoup plus importants que cela. Et puis, l'échec géopolitique, là, est aussi intéressant, puisque la prétention, c'était d'exporter la révolution dans le monde entier. Et aujourd'hui, on semble s'orienter vers une géopolitique multipolaire, donc qui ne serait pas universelle. Enfin, je l'ai dit au conditionnel. Donc, en apparence, c'est la fin du communisme. Mais est-ce que c'est la fin apparente seulement, ou est-ce que c'est vraiment la fin? Alors là, je vous invite à réfléchir sur le mot perestroïka. La perestroïka, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce mot n'a-t-il pas été traduit en français? On est contre, mon voisin ne veut pas de l'anglais. Pourquoi est-ce qu'on a accepté un mot russe que les gens ne comprennent pas bien? Enfin, on a une vague idée, la perestroïka, mais c'est bien la perestroïka. Hein. Alors, perestroïka, il y a le préfixe pere, et puis stroïka, construire. Donc c'est une construction, mais cette construction qui c'est difficile à traduire, parce que c'est pas une reconstruction, c'est soit une transconstruction. C'est-à-dire que, la traduction en russe, c'est pere. Donc c'est plutôt une transconstruction, c'est-à-dire le passage, une traduction, si vous voulez, c'est le passage d'une langue dans une autre. Et la perestroïka, c'est le passage d'un état de société à un autre état de société. Mais c'est la même société. Quand on fait une traduction, normalement, enfin, si on n'est pas vicieux, on respecte le sens. Le bon traducteur, c'est celui qui arrive à respecter le sens. Donc, l'échec patent du bolchevisme est d'une certaine façon nié par le mot perestroïka. Parce que ce mot est un mot fabriqué par le KGB, diffusé par la propagande, donc c'est un mot important, si vous voulez. C'est comme le mot glasnost, la transparence, encore un mot intéressant. Alors, donc il nous faut maintenant élargir un petit peu le point de vue et regarder comment cette révolte contre Dieu, qui s'est réalisée en Russie par une révolte contre le régime tsariste, comment cette révolte élargie, quel bilan peut-on donner de cette révolte élargie? Parce que si vous allez si vous faites le tour du Kremlin, vous voyez dans les fossés qui entourent le Kremlin, sur des murs en briques, vous avez en relief, si vous voulez, les grandes figures de la Révolution française. Donc ça veut dire que les bolcheviks ont voulu affirmer une continuité entre l'esprit révolutionnaire de la France, également l'esprit de la Commune d'ailleurs, et puis leur propre révolution. Donc il faut... l'histoire longue ici est importante, et je vais vous lire un texte très intéressant de Donoso Cortés. C'est un penseur politique espagnol. Alors ce texte est de 1848, donc ça fait plus d'un siècle et demi qu'il a été écrit. Et il concerne le communisme, hein, qui était donc, à sa naissance visible. Alors, il dit, pour ce qui est du communisme,
Sa provenance des hérésies panthéistes et de toutes celles qui s'y rapportent me paraît évidente. Quand tout est Dieu et que Dieu est tout, donc l'État est tout, enfin vous savez ce qu'on a dit hier, hein. Donc quand tout est Dieu et que Dieu est tout, Dieu est surtout démocratie et multitude. Les individus, atomes divins et rien de plus, sortent du tout, qui perpétuellement les engendre pour retourner au tout, qui perpétuellement les absorbe. Autrement dit, la personne disparaît, il n'y a plus que des individus interchangeables, etc. Dans ce système, ce qui n'est pas le tout n'est pas Dieu, bien qu'il participe à la divinité, et ce qui n'est pas Dieu n'est rien, puisqu'il n'y a rien hors de Dieu qui est tout. De là vient ce superbe mépris des communistes pour l'homme en général. Donc c'est la lutte contre l'homme, ce que nous avons vu. Bien, de là vient ce superbe mépris des communistes pour l'homme en général, et cette négation insolente de toute liberté humaine. Négation de liberté. De là ces aspirations sans fin à une domination universelle par le biais de la future démagogie, qui doit s'étendre à travers tous les continents, et doit toucher aux confins de la terre. De là cette fureur insensée avec laquelle il se propose de mélanger et triturer toutes les familles, toutes les classes, tous les peuples et toutes les races du monde dans le grand mortier de leur trituration. De ce noir et sanglant chaos doit sortir un jour le Dieu unique et vainqueur de tout ce qui s'appelle variété, le Dieu universel, vainqueur de tout ce qui s'appelle particularité. Ce texte est prodigieux de lucidité, prodigieux de Donoso Cortés, 1848. Donc on va le retrouver un jour dans un article du CEP parce que c'est quelque chose d'important. Alors, dans la suite, justement, Donoso Cortés parle de la Russie. C'est quand même extraordinaire, parce qu'en 1848, le rôle majeur de la Russie dans le bolchevisme était tout à fait très difficile à deviner. Hein. Mais alors il dit, ce qui étonne le plus en Russie, c'est une irrésistible force d'expansion. La Russie, même mal gouvernée, même à feu et à sang, continue de passer ses frontières et de dilater ses limites. Bon, la Russie fait la guerre pour vaincre et elle vainc pour protéger le vaincu. Donc, ce que je retiens ici dans ce texte, ça n'est pas d'abord le pressentiment que la Russie, il y a quelque chose qui va se passer en Russie. Hein, c'est le fait de bien comprendre que la révolte communiste est fondamentalement une révolte contre Dieu et contre tout ce que Dieu a conçu pour le bien de l'homme, enfin, la personnalité humaine, la famille. Donc on a là le pressentiment chez Donoso Cortés des dimensions politiques que va prendre la révolte contre Dieu, et le bilan du bolchevisme, il faut le faire évidemment à ce niveau-là. Donc les points que l'on peut retenir, hein, il y a la domination de l'homme par l'atomisation, hein, l'atomisation, l'individualisme, la négation de la personnalité qui fait que chacun de nous est différent des autres. Alors que évidemment, le socialisme considère tous les individus comme équivalents et interchangeables. Donc il y a un mépris de l'homme tel que Dieu l'a conçu, et puis il y a cette idée du mélange de tous les peuples, hein, de supprimer toutes les particularités. Et vous avez aujourd'hui la lutte contre toutes les discriminations, qui est effectivement une lutte contre toutes les différences. Donc on est dans cette ligne. Donc, finalement, le bolchevisme a gagné sur toute la ligne, puisque ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est la réalisation de toute cette ambition du communisme de 1848. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a quand même une exception, c'est à propos de la race. On remarquera que la Chine, la Corée du Nord et le Vietnam
sont des pays qui s'opposent très efficacement au mélange des races. Hein, mais ce sont pratiquement les seuls. Alors, pour les Japonais aussi. Hein. Mais il faut dire que le Japon est une île, donc c'est beaucoup plus simple, quand on est une île, d'avoir une politique de ce genre. Mais donc vous remarquez que l'avortement, non seulement l'avortement est une réalité quotidienne, mais c'est un droit juridique. Et c'est un droit à tel point inscrit pas encore dans les constitutions, mais ça pourrait venir, que le simple fait de le contester est un délit punissable devant les tribunaux. Donc ça, c'est quand même significatif. Et la dissolution de la famille est un stade avancé, et pas seulement en Occident, mais peut-être plus en Occident d'ailleurs que dans d'autres régions du monde, où l'organisation de la société fait que c'est plus difficile de s'attaquer à la famille. Et je pense en particulier aux sociétés africaines, aux sociétés du Proche-Orient, etc., où comme l'entité politique effective, c'est le clan est une réunion de famille, et inévitablement, détruire la famille, ça serait détruire le clan. Donc ça ne peut pas, là, il y a un frein. Et puis vous avez le culte de la nature, c'est la divinisation de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est frappant dans la propagande actuelle. Alors ça peut se faire sous forme de ce qu'on appelle le Nouvel Âge, le culte de Gaïa, le souci du climat. Alors il faut même limite la chasse au carbone fait partie de cette idée que l'homme dépend de la nature et qu'il faut protéger la nature, et donc on a une divinisation de la nature qui est notre mère, notre nourricière, et on revient au paganisme. Le paganisme, alors on critique beaucoup les anciens parce qu'ils étaient censés adorer les sources ou adorer les arbres, etc. Mais on en est là. Hein, et je crois même qu'on a, un peu comme les révolutionnaires qui plantaient des arbres de la liberté, et je crois qu'on a planté un arbre au Vatican il n'y a pas très longtemps. Alors je ne suis pas du tout contre la plantation des arbres, mais tout dépend dans quel esprit on le fait, bien sûr. Donc, finalement, si on prend l'agenda moral du bolchevisme, eh bien, on peut dire qu'il est suspendu en Russie, mais qu'il est dominant partout ailleurs. Et là, inévitablement, on pense à ce qui a été dit à Fatima sur les erreurs de la Russie se répandront dans le monde. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, et je vous renvoie d'ailleurs un article de Anka Cerneia dans un set il y a quelques années, qui développait une conférence qu'elle a faite à Rome d'ailleurs sur ce sujet qui est très intéressant. Alors, ces erreurs de la Russie se répandent dans le monde, ça a intrigué beaucoup de gens, et en particulier un historien anglo-saxon, Raoul Walsh. Alors lui est connu comme pour avoir écrit une biographie d'Isabelle la catholique, une biographie de Ferdinand, mais c'est également un auteur qui a fait un petit livre sur Fatima qui est un chef-d'œuvre, et il a interrogé longtemps Sœur Lucie. Alors je crois que c'est en 1950 à peu près, donc après la Deuxième Guerre, mais très très peu de temps après la guerre. Et alors lui américain, si vous voyez le contexte, il lui a dit, mais enfin, le communisme, est-ce que les erreurs de la Russie, donc le communisme, est-ce que ça veut dire que tous les pays deviendront communistes? Réponse, oui. Alors évidemment, réaction de Roboche, mais et les États-Unis aussi? Enfin, à l'époque, on est en guerre froide. Hein, je rappelle le contexte. Hein. Réponse de Lucie, mais oui. Alors, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis,
hein, où le pays est à la veille de l'éclatement, à feu et à sang. Enfin, je veux dire, je dirais la réponse de celui-ci est presque translucide. Hein. On voit que il n'y a pas que l'agenda moral du bolchevisme qui est en train de se réaliser partout ailleurs qu'en Russie, hein, mais il y a aussi la prise du pouvoir, le contrôle des populations, et vous avez un paysage dans lequel la Chine sert de prototype pour la mise au point technologique du contrôle des populations. Donc on voit bien que c'est à l'échelle mondiale que le bolchevisme organise sa prise de pouvoir. En fait, en réalité, il n'organise pas sa prise de pouvoir, il a le pouvoir. Mais il organise la réalisation explicite et plus complète. Et surtout, la façon de, petit à petit, de supprimer la dissidence. Hein, parce que le problème de l'Union soviétique, c'était les dissidents. C'est-à-dire des gens qui avaient bien conscience avaient connaissance d'informations autres que les informations de la propagande. Le problème majeur pour celui qui est soumis à la propagande dans un pays comme l'Union soviétique, c'est qu'il sait que l'information officielle est fausse, parce que c'est de la propagande, même s'il y a 20% de vrai pour justifier les 80% de faux, comme dit Volkov. Mais le problème, c'est où est le vrai? C'est-à-dire, c'est l'accès à l'information vraie. Et ça, c'était le problème majeur. Et je pourrais donner des anecdotes, mais je ne peux pas faire. Donc, mais ce qu'il faut voir, c'est que la révolte contre Dieu, son bilan élargi est tout à fait positif. Et vous avez, je dirais, un exemple flagrant, c'est la crétinisation des intelligences par les programmes scolaires. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça a été dit par différents intervenants, je ne vais pas donner les détails, mais vous avez l'enseignement de l'immoralité dès l'école primaire. Hein, c'est extraordinaire. Et vous avez ça, c'est amener les gens à vouloir le mal, même sous apparence de bien. Enfin, il y a quelque chose de luciférien là, dans cette volonté de pervertir les gens dès leur âge le plus jeune. Vous avez la disparition des solidarités, c'est-à-dire le tissu social qui se décompose. Enfin, l'individualisme, le fait qu'on ne peut pas secourir son prochain dans le métro, c'est pratiquement impossible. Et donc, et puis vous avez l'influence disproportionnée de l'argent dans le monde moderne. Et là, je voudrais faire une allusion au début de l'Apocalypse, où Saint Jean décrit les 7 églises, et vous savez que Barthélemy Holzhauser, qui est un vénérable de l'Église catholique, a fait un rapprochement entre les différentes ères de l'histoire depuis Jésus-Christ et les différentes églises. Et si on suit le vénéreux Barthélemy Holzhauser, nous sommes à la fin de l'église de Sardes. Sardes, c'est une ville, alors c'est aujourd'hui en Turquie, hein, c'est même étonnant de voir à quel point les villes dont parle Saint Jean sont aujourd'hui plus du tout des villes chrétiennes. Mais il y a deux particularités de la ville de Sardes que l'on trouve très facilement dans les dictionnaires. Alors il y a un roi de Sardes très connu, il s'appelle Crésus. Et le fleuve qui coule à Sardes s'appelle le Pactole. Ça veut dire, alors ça veut dire que l'église de Sardes, si vous voulez, est sous la coupe de l'argent. Aujourd'hui, manifestement, on voit une importance disproportionnée de l'argent par rapport à d'autres formes d'action sur la société. Vous avez des sociétés dans lesquelles l'aristocratie a le pouvoir et l'argent est au service des objectifs de la politique. Vous avez des sociétés où les artistes ont une grande influence à la cour des rois. Donc le fait que l'argent soit au pouvoir n'est pas du tout quelque chose de normal, c'est une anomalie dans l'histoire de l'humanité, et comme c'est une anomalie, heureusement, ça ne peut pas durer.
Alors, nous arrivons en dernière partie, si vous voulez, justement à ce nouveau bolchevisme, hein, qui est le vrai bolchevisme, qui est le trans-bolchevisme, hein, celui d'après la perestroïka. Et au fond, c'est la réalisation du plan de Satan contre Dieu. Hein, que veut Satan? C'est faire échec au plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le salut de l'humanité, ou le salut, du moins, d'un certain nombre d'élus. Bon. L'adversaire, évidemment, s'oppose à tout ce que Dieu, à toutes les rubriques que Dieu a prévues pour l'humanité. Donc on a un transhumanisme. Ça, c'est la perestroïka biologique, si on veut. Hein, bon, je ne développerai pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez les transgenres. C'est luciférien. Le concept lui-même, d'ailleurs, et alors, tout ça est présenté de façon minimisatrice, mais c'est d'une gravité ontologique, gigantesque. Et puis vous avez les manipulations génétiques. Alors, ce qui est là en ce moment, enfin, si on en croit des généticiens comme Alexandra Orienko hier, on a une manipulation génétique sur la quasi-totalité de l'humanité. Enfin, du moins, c'est l'objectif qui est visé. Hein. Donc, c'est le transgénome. Donc, on est vraiment dans la réalisation du plan luciférien. Et donc, il faut s'attendre à être gouverné par une main de fer, comme disent les prophéties. Hein, et que ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui, finalement, ça vise à faire adhérer l'homme à sa mise en esclavage, mais qui est présenté comme librement choisi. On l'a dit, le vaccin n'est pas obligatoire, mais donc vous allez vous faire vacciner librement. Hein, mais évidemment, c'est complètement faux. Hein. Et puis nous avons justement sous réserve de démocratie, d'égalité, etc., nous avons une hyperclasse technocratique qui gouverne. Alors on a parlé hier des cabinets ministériels, on peut parler des milliardaires, on peut parler des banquiers internationaux, etc. Mais enfin, quelle que soit la manière dont ça se réalise, ça veut dire que c'est un tout petit nombre de gens, mais en bien plus petit nombre en proportion de population qu'ont pu être les aristocraties dans toute l'histoire de l'humanité, qui concentrent le pouvoir, ce qui ne veut pas dire qu'eux-mêmes, d'ailleurs, en soient des décideurs. Parce que justement, comme on a affaire à des administrateurs, eh bien, ils réalisent, dans le cadre du budget qui leur est imparti, dirait Jacques Bonnet, l'objectif qui leur a été confié. Et cet objectif, eh bien, c'est la mise en esclavage de l'humanité. On dit, c'est l'esclavage universel. Et je dirais, y compris les esclaves en chef. Parce que c'est ça qui est la grande différence, si vous voulez, entre la société de Satan et la société de Jésus-Christ, enfin, telle que il la veut. C'est que dans le système satanique, il n'y a qu'un seul chef. Comme de la même façon que dans le royaume du Christ, d'une façon, il n'y a qu'un seul chef. Seulement, ces chefs ne gouvernent pas du tout de la même façon, puisque l'un gouverne par la terreur, par la crainte, et donc il ne faut pas du tout envier l'hyperclasse qui nous gouverne, parce que plus on est proche de l'origine du pouvoir, plus on est menacé. Et les gens qui étaient proches de Staline à l'époque stalinienne, vous savez, c'est des gens qui vivaient dans la terreur permanente. Donc ils avaient un mode de vie évidemment très agréable sur le plan du confort et des moyens, mais sur le plan de la vie intérieure, je ne crois pas qu'il faille du tout envier ces personnages. Donc, en un sens, on peut dire Satan est en train de gagner et il croit peut-être qu'il a gagné. Maintenant, son plan est nécessairement voué à l'échec, puisque le mal n'est pas une substance.
Satan ne peut faire le mal qu'en utilisant des choses bonnes créées par Dieu. Et justement, Dieu a la capacité de faire advenir le bien à partir des fautes des hommes. Ça, c'est ce que saint Augustin fait Félix Culpa. Donc, je crois que le plan Satan ne se réalisera pas, qu'il est voué à l'échec, et d'une certaine façon, on le pressent, parce que vous savez que le leitmotiv de l'adversaire, enfin, une façon dont il résume un petit peu son mode d'action, c'est solve et coagula. Dissoudre et coaguler. À l'impératif. À l'impératif, parce que justement, l'homme doit obéir aux consignes, aux normes. Eh bien, quand on regarde ce qui se passe, on voit que pour le solver, ça marche du tonnerre. Et pour le coagula, ça ne marche jamais. Donc, il me semble que le plan de Satan est voué à l'échec, ce qui ne veut pas dire que ça va se passer facilement, parce que là, on est vraiment dans des temps apocalyptiques. Mais justement, si on suit le bienheureux Barthélemy Holzhauser, on sait qu'après l'église de Sardes survient l'église de Philadelphie, qui est justement une église. En Philadelphie, c'est l'amour des frères. C'est une église où justement le tissu social est restauré, où la vie en commun devient une vie conforme à ce que Dieu veut pour les personnes humaines. Et donc, je souhaite que cette église de Philadelphie, évidemment, se réalise le plus tôt possible. Est-ce que vous pouvez répéter l'auteur de l'interview du site Fatima? Ah oui, Raoul Walsh. Alors, Raoul Walsh. W-A-L-S-H. Walsh. Alors, c'est un hispanisant et ses biographies d'Isabelle la catholique Ferdinand sont très intéressantes. Alors, moi, j'avais une question concernant la Chine. Vous avez évoqué, en disant que c'est un peu le laboratoire pour les années à venir, le contrôle social, pour les technologies qui est mise en place depuis des années, qui est appelé normalement, enfin, l'humaine à se répandre dans le reste du monde. Il y a quand même deux nouvelles moi, qui m'ont frappé. Je crois que c'était la semaine dernière, mardi, dans le cadre de la grande journée internationale du droit à l'avortement. Les ondes bruissaient de cette décision scandaleuse du gouvernement chinois d'interdire l'avortement après 330 millions officiellement d'avortements. Donc il y a quand même des motifs d'espoir. Enfin, il arrive un moment où la réalité revient en force. Si vous avortez toute votre population, vous ne pouvez pas aller très loin. Donc la Chine a été contrainte de passer d'un extrême à l'autre, enfin d'un extrême entre guillemets dans l'optique de ceux qui nous gouvernent. Et il y a aussi une autre décision, c'est interdire la promotion des acteurs un peu trop genderisés, enfin un peu trop dévirilisés. Donc il y a quand même déjà des petits motifs d'espoir. On dit que le global ne peut pas se déchaîner éternellement. Il y a quand même un moment où des décisions sont prises dans l'autre sens. Oui, franchement, tout dépend des missions qui sont affectées à chacune de ces nations. Si vous voulez, il n'y a pas de femmes dans les unités combattantes russes. Et n'oubliez pas que la Chine est le pays du dragon. Et c'est une notion très profonde. Donc, si vous voulez, tant que la Chine ne sera pas convertie, inévitablement, elle sera victime de sa force. Alors, la force de la Chine, c'est la discipline, l'acceptation de la discipline. Mais vous savez que la Chine, les Chinois n'ont pas du tout le tempérament militaire. Les Chinois, il ne faut pas avoir je ne crois pas au péril chinois, si vous voulez. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a le dragon chinois a des ambitions à la hauteur de ses moyens actuels, mais malheureusement, il est victime, si vous voulez, de ce qui a été
prévu pour lui. C'est-à-dire, c'est dans les mêmes années 1972-1973 qu'a été réalisée à la fois la décision de faire de la Chine l'usine du monde, donc les transferts de technologie vers la Chine, donc la Chine, l'usine du monde, et la politique de l'enfant unique. Pourquoi? Tout simplement parce que la démographie est irrésistible. On ne peut, c'est une des choses les plus difficiles à renverser. Donc, ceux qui ont décidé de faire de la Chine une grande puissance économique lui ont en même temps mis un boulet démographique tel qu'ils sont sûrs que cette puissance émergente, comme on dit, ne sera jamais vraiment un concurrent pour le pouvoir mondial. Alors maintenant, la page est tournée, si vous voulez, le boulet il est là. Donc maintenant, il faut au contraire qu'il y ait assez de petits Chinois pour faire marcher la machine, si vous voulez. Mais malheureusement, si vous voulez, la Chine là est victime de cette politique de l'enfant unique, alors que l'on libéralise aujourd'hui, parce que l'objectif est atteint, si vous voulez. C'est un peu comme la vaccination, une fois que les gens auront eu leurs 5 ou 6 doses, on pourra arrêter. Hein, je crois que d'après Alexandre Arnaud-Claude, l'Europe a commandé 4 doses par habitant. Hein, donc on sait que c'est pas terminé, hein, du moins si les choses suivent leur cours. Rapidement. Vous parliez du socialisme, l'Allemagne, tout ça, et en fait je disais, si on regarde les choses, il y a finalement, si on dégrossit, il y a le libéralisme, socialisme et communisme, bolchevisme. Et il y a quelque chose dont on parle très peu, ce sont les corporations de métiers qui existaient sous l'Ancien Régime et qui sont renées en partie, juste après cette fameuse révolution russe. Toutes les contre-révolutions qu'on a eues donc, au Portugal, en Espagne, en Italie et même en Allemagne, c'était des contre-révolutions qui ont amené un système économique traditionnel, conforme à l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire les corporations de métiers. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu évoqué. En Allemagne, effectivement, le nom c'était national-socialisme. Mais en fait, quand on regarde, je me suis un peu renseigné là-dessus, le mot socialiste était volontairement utilisé comme un leurre pour un peu duper les foules, parce que c'était synonyme de progrès, d'intérêt pour la classe ouvrière les plus pauvres, pour pouvoir se faire élire plus facilement. Et en pratique, dans les faits, il n'y avait pas ni libéralisme, ni socialisme, ni communisme, c'était des corporations qui ont été réintroduites dès 1933. Avec il n'y avait plus de syndicats, ils avaient supprimé les syndicats, il y avait un syndicat unique qui s'appelait, je crois, Force par la joie. Et donc ils étaient recréé ce système qui était prolifique pour la classe ouvrière. Donc forcément tout ça c'était gommé, les livres d'histoire, on n'en parle pas. Et voilà, donc je pense que l'alternative, et j'aimerais votre avis là-dessus, c'est si on veut revenir à un système économique viable, c'est reproduire la vérité sur ces systèmes économiques anciens qui faisaient communauté, parce que les corporations, il y avait l'apprenti, le maître et le chef de corporation, et ces autres corporations étaient une autonomie vis-à-vis de l'État, donc c'était pas sous emprise de l'État comme dans le communisme par exemple, et donc c'était comme une communauté, donc il y avait l'aspect économique qui était respecté, enfin travaillé comme voilà, et chaque corporation défendait ses intérêts économiques, mais en plus ça faisait communauté, c'est-à-dire que l'individu n'était pas isolé comme dans le libéralisme par exemple, où il y a un individu qui pense à force de travail, un patron, à une entreprise, en fait il est seul. Là il intégrait vraiment une corporation, un groupe, qui prenait tout en charge, il était malade. Je vous remercie pour votre question. Je réponds rapidement, et puis je pense qu'après ou alors peut-être encore une ou deux questions. Si vous voulez, le libéralisme et le socialisme, ce sont de l'heure. Ce sont des oppositions dans la pratique, mais si vous voulez, le grand art, c'est de faire se bagarrer deux ennemis que l'on contrôle l'un et l'autre. Donc, ce qu'on appelle l'opposition contrôlée en politique. Et il est évident que les solutions, elles ne sont ni d'un côté ni de l'autre, et les solutions, c'est la civilisation chrétienne. Donc, mais tout ce qui va dans le sens de la civilisation chrétienne, comme les corporations dont vous avez parlé, et c'est très important puisque les corporations
ce sont des entités dans lesquelles, justement, il y a unité du tissu social, puisque les salariés et les patrons sont dans la même corporation pour défendre les intérêts de leur métier. Il y a le concept de métier, donc c'est une autre société, et je suis sûr que peut-être une des raisons les plus profondes de la haine de Pétain dans la propagande actuelle, alors que ça commence à faire de la vieille histoire, c'est le fait que les corporations font disparaître la lutte des classes. Donc là, il avait mis le doigt, si vous voulez, sur un moteur essentiel du système de fonctionnement de la société tyrannisée par les oppositions que l'on essaye de fabriquer. Oui, l'obligation vaccinale, donc ce serait du communisme. De toute façon, toute obligation non justifiée par des principes moraux est effectivement, dans mon sens, mais bon, c'est plus large que ça, parce que l'obligation vaccinale, c'est la négation de la responsabilité des médecins, c'est comme l'a dit très bien hier un orateur, c'est l'État qui se met à la place de Dieu. Hein, donc on est vraiment dans le... c'est une question ontologique, hein, mais effectivement, on peut dire, dans le communisme, ça va de soi que l'État peut décréter l'obligation vaccinale. Bien, rapidement, très vite, ici. Les gouvernements communistes, il y en a eu un temps, ils ont tous abouti à un échec. Mais je pense que ça tend à l'échec. Mais en attendant, ça fait des dégâts.